Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième soirée de la semaine du cerveau. Je voulais juste préciser, parce que je reçois beaucoup de demandes par rapport à ça, donc les conférences sont enregistrées et seront rediffusées sur le site de la semaine du cerveau à partir de la semaine prochaine, si jamais vous voulez revoir les conférences. Alors ce soir, il sera question de troubles moteurs. Nous allons voir quels sont les mécanismes qui permettent aux interfaces et autres prothèses de rétablir des fonctions motrices qui ont pu être abîmées et offrir ainsi un espoir aux personnes qui ne peuvent plus bouger correctement. Donc nous allons avoir deux interventions ce soir. La première intervention sera donnée par Daniel Hubert. Il nous parlera des aspects plus fondamentaux de la recherche dans ce domaine et nous montrera comment les différents mécanismes et circuits du cerveau participent à l'intégration des prothèses dans le système nerveux. Il discutera aussi des recherches sur l'apprentissage et le contrôle des neuroprothèses motrices et sensorielles dans le cadre du laboratoire. Alors, Daniel Hubert est professeur au département de neurosciences fondamentales de la faculté de médecine à l'Université de Genève. Après une formation en zoologie à l'Université de Zurich, son parcours l'académique le mène à travailler dans différents instituts suisses et américains. Depuis quelques années, il dirige un laboratoire de recherche à Genève où il utilise des techniques de neuroimagerie, d'imagerie optique pour étudier les perceptions sensorimotrices, en particulier la sensibilité aux vibrations chez les mammifères. En parallèle, il étudie le rôle des circuits neuronaux dans le cortex frontal pendant l'apprentissage des tâches cognitives et motrices. Je lui laisse maintenant la parole. Merci Mona pour cette introduction. Donc bienvenue à tout le monde. Je vais faire alors cette première partie et je vais essayer juste de vous faire une introduction en fait un petit peu dans les neurosciences et en particulier ce qui concerne ce type d'interface. Donc on va parler aujourd'hui en fait des interfaces entre les machines et nous. Et j'aimerais bien commencer avec cette image-là de quelqu'un qui conduit sur le pont du Mont Blanc. Et évidemment, il doit décider de conduire à gauche ou à droite. Maintenant, c'est clair, c'est ces muscles qui vont bouger, le volant. Et c'est tout ça juste pour dire qu'en fait, le meilleur interface cerveau-machine, ça reste votre corps. Donc nos bras sont parfaitement adaptés à interpréter les signaux du cerveau et les mettre en action et conduire des machines comme une voiture ou un bateau facilement. On sait que le système moteur, évidemment, il est organisé d'une façon hiérarchique. Donc, il y a des régions dans le cerveau, surtout dans les lobes frontales, qui prennent des décisions où sont représentées des intentions, par exemple. Cette information, après, elle est intégrée avec le reste de votre état actuel, par exemple, ou avec ce qui se passe devant vous. Aussi, les réflexes sont pris en compte pour que vous puissiez réagir rapidement. Et finalement, une fois tout ça est intégré, l'information descend à travers le tronc cérébral, direction la moelle épinière, où cette information va contacter des cellules nerveuses qui vont envoyer leur axone tout au long de nos nerfs pour innerver les muscles. Et donc, on a différents relais comme ça qui, évidemment, représentent tous un différent aspect du contrôle moteur. Maintenant, vous le savez aussi, le système nerveux est composé de neurones. C'est des cellules nerveuses. On en a, en tout cas l'humain, on a environ 80 milliards de neurones. Et il faut s'imaginer que chacun de ces neurones est connecté, en moyenne, avec une dizaine de milliers d'autres neurones. Donc, c'est ça qui explique plus ou moins la puissance de calcul de notre cerveau, c'est ces connexions incroyables et l'incroyable nombre de neurones qu'on a dans notre cerveau. Ce qui est assez particulier de ces cellules, c'est qu'ils sont excitables électriquement. Donc, si on s'approche d'un neurone avec une électrode, comme ça, on peut en fait mesurer des petites déflexions dans le voltage de leur membrane.
On appelle ça alors un potentiel d'action. Et c'est ce type d'information assez binaire qui est le code général avec lequel les différents neurones communiquent. On voit ici que c'est à l'échelle de la milliseconde quand on regarde une telle déflexion. Si on regarde plutôt au niveau de quelques secondes, on voit qu'ils se suivent comme ça. Si on les mesure, par exemple, avec un amplificateur standard et on les regarde sur l'oscilloscope, on voit une séquence comme ça de différents potentiels d'action qui se suivent. Si on s'imagine maintenant les potentiels d'action comme ça, quand je vais aller à gauche, on voit que ce neurone-là probablement est impliqué dans la prise de décision d'aller à gauche. Le même neurone, probablement, si j'arrive à continuer à enregistrer ce neurone, probablement il va devenir silencieux si je veux aller à droite. Et en fait, on a effectivement trouvé ce type de neurone chez l'humain, mais aussi chez la souris. On voit clairement qu'ils ont une préférence pour une certaine direction dans laquelle l'animal ou l'humain veut aller. Maintenant, on peut très bien s'imaginer, si on arrive effectivement à enregistrer ce type de neurones, de les décoder, tout simplement, de les mettre sur la carte son d'un ordinateur et d'analyser cette activité en mettant un simple seuil à partir duquel l'ordinateur va analyser le nombre de potentiels d'action, et une fois que ça atteint un seuil, imaginons 10 potentiels par seconde, il va envoyer un signal à la voiture pour la diriger à la gauche. Donc ça, c'est une interface cerveau-machine très très basique qui fonctionne parfaitement bien. Mais évidemment, il faut trouver cette cellule-là. Et parmi des milliards de cellules, de trouver exactement la bonne, c'est évidemment pas facile. Donc, le plus souvent, on se retrouve dans cette situation-là. On a un neurone qui a une fonction comme celle-là. En fait, il n'y a aucune réaction ni à gauche ni à droite. Et qu'est-ce qu'on fait ? On peut évidemment demander à son ordinateur toutes sortes d'algorithmes pour essayer de sortir l'information, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, on ne peut rien faire avec ce type de cellules. Sauf si on prend en compte que le réseau, il est plastique. Donc, ces connexions-là, ces 10 000 connexions qu'il a avec les autres neurones, on peut les changer. Ça s'appelle l'apprentissage. Et donc, l'idée, déjà, il y a quelques années, c'était est-ce qu'on arrive à changer la fonction d'un de nos neurones dans notre cerveau ? Est-ce qu'on arrive à changer le poids de tous les autres neurones sur celui qu'on enregistre et le rendre sensible à la gauche ou à la droite ? On appellerait ça la plasticité synaptique. Ça veut dire que les connexions entre ces neurones changent, certains vont devenir plus forts et certains vont devenir plus faibles pour que ce neurone réagisse sous notre volonté. Mais est-ce que ça marche ? Et pour ça, je vais vous montrer une expérience qui a été faite dans les années 60 par Eberhard Fetz. Elle est très très simple, il l'a presque fait dans son garage en fait, et c'était fait avant les ordinateurs, donc c'était tout des choses assez bricolées. Tout d'abord, il a travaillé pas avec des humains directement, il a travaillé avec un singe, ici représenté par cette boîte, ici, ce serait le singe. Dans son cerveau, on enregistre aussi avec une seule électrode, un seul neurone. Et ici, comme je vous ai montré avant, ce serait l'activité de ce neurone-là, où il y a plusieurs potentiels d'action qui se succèdent. Eberhard Fetz a amplifié ce signal avec un simple amplificateur audio, et il a mis la sortie de cet amplificateur, l'haut-parleur de cet amplificateur, à côté de l'oreille du singe. Et donc, le singe, il a entendu tout simplement l'activité de son propre neurone. Donc, ça faisait genre quelque chose comme ça. Et après, il a implémenté, en fait, quelque chose d'assez particulier. Il a imposé que le singe devrait augmenter la fréquence de ce neurone pour recevoir une récompense. Donc, il a défini un seuil d'environ 5 ou 6 potentiels d'action par seconde pour qu'il y ait une petite valve qui s'ouvre et il y a une goutte de jus d'orange qui sortait de l'appareil et le singe a pu le boire. Donc, il était récompensé pour augmenter la fréquence de ce neurone. Il a laissé tourner l'appareil et il a regardé ce qui se passait. Donc ici, c'est avant qu'il ait commencé à allumer l'appareil, on voit ici l'activité de ce neurone est environ à 4 ou 5 potentiels d'action par seconde. Il a allumé cet appareil très simple et on voit que l'activité de ce neurone
en quelques minutes, a augmenté, a quadruplé carrément sur environ 15 potentiels d'action par seconde. Donc en quelques minutes, le singe a appris à contrôler son propre neurone en l'écoutant. Pour prouver que ce n'est pas juste quelque chose de réflexif, il a arrêté l'appareil et la fréquence de ce neurone est de nouveau tombée. Donc ça veut dire deux choses. Tout d'abord, il est possible à contrôler notre propre activité du cerveau. Et la deuxième chose, c'est que pour pouvoir le contrôler, il faut avoir un retour sensoriel. Dans ce cas, c'était le bruit du neurone plus les récompenses. Si on enlève ces deux, on n'arrive pas à les contrôler. Donc évidemment, ces résultats, ils étaient publiés de nouveau dans les années 60 et ça a fait rêver tout le monde. Ça veut dire qu'on peut s'imaginer de faire des prothèses après et contrôler toutes sortes d'appareils. Et de nouveau, la base de tout ça, c'est probablement la plasticité synaptique. Donc il y a eu des changements au niveau du réseau. Il y a des nouvelles synapses qui se sont créées, probablement des synapses qui sont devenues plus fortes. Et on compare ça souvent à un apprentissage normal, comme on l'apprend tous les jours, apprentissage moteur ou sensoriel. On pense que c'est exactement les mêmes mécanismes. Maintenant, ça, c'était dans les années 60. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Si on regarde ce qui se fait, ça c'est un peu le dernier cri. C'était une étude qui était faite aux États-Unis à l'université de Brown par John Donohue, où en fait, il y a une patiente qui était effectivement implantée avec ce type d'électrode, pas une seule, mais une centaine, comme ça. Et on voit, elle est tétraplégique, elle arrive, avec sa pensée, à faire bouger ce bras robotique qui tient, dans ce cas, une bouteille avec du café chaud. Et évidemment, c'est étonnant quand on regarde ce film. Mais en même temps que ça soit étonnant et quand même assez perturbant de le voir, on remarque tout de suite que c'est extrêmement long. Donc moi, ça me fait toujours de la peine à regarder ce film, et je l'ai vu beaucoup, beaucoup de fois. C'est impossible de boire du café à cette longueur-là. En tout cas, moi, je n'arriverai pas à attendre 2 minutes avant que je puisse boire. Et c'est probablement une des raisons pourquoi on n'utilise pas cette technique plus fréquemment. Maintenant, pourquoi c'est le cas? Pourquoi ces prothèses ne peuvent pas bouger comme notre bras le fait? Il y a, je pense, 2 raisons. Une des raisons, c'est tout d'abord où est-ce qu'on place les électrodes. Dans ce cas-là, en fait, ils étaient posés dans le cortex moteur parce qu'on pense que c'est une des régions les plus flexibles pour ce type d'implant. Mais évidemment, si on parle de flexibilité, on ne veut pas que de la flexibilité, on veut aussi que cette prothèse reste fonctionnelle pendant des jours. Et probablement le cortex, avec sa capacité d'intégrer des nouvelles informations, n'est pas toujours l'endroit idéal. Il y a d'autres endroits dans le cerveau où on pourrait implanter des électrodes, mais on pense aujourd'hui, allant de plus en plus vers la périphérie, on devient plus robuste avec notre signal, mais beaucoup moins flexible. Donc il faut, pour chaque application de neuroprothèse, trouver la bonne région qui, en fait, intègre exactement ce qu'on veut, si on veut quelque chose qui est robuste, sans beaucoup d'apprentissage, ou si on veut une prothèse qui reste très, très flexible, mais peut-être à travers quelques jours perd sa fonction. Donc ça, c'est un des points. Ça dépend énormément où est-ce qu'on enregistre. Et la deuxième chose, c'est combien d'électrodes on peut implanter. Et là, je ne veux pas faire la pub pour Elon Musk, mais une de ces entreprises s'appelle Neuralink, et c'est eux qui essayent aujourd'hui d'implanter en fait multiples électrodes à multiples endroits pour résoudre ce type de problème. Je peux aussi mentionner en fait ce que Dr Quentin Barraud va vous présenter tout à l'heure, des nouvelles prothèses flexibles qui nous permettent en fait à avoir des enregistrements beaucoup plus stables et plus long terme parce qu'on peut les poser à des régions comme la nuque qui est évidemment très flexible. Donc ça, c'est typiquement une des raisons pourquoi ces électrodes rigides d'ancienne génération sont peut-être pas idéales. Le deuxième point, pourquoi on pense que ce mouvement est si lent, c'est en fait le suivant. Vous savez tous, si je bouge mon bras, je peux fermer mes yeux et je sais exactement où il est, et quand je touche un objet, je sens tout de suite que j'ai touché un objet. Donc j'ai un retour sensoriel. Ça se fait évidemment à travers des mécanorécepteurs dans mes doigts, mais ça se fait aussi à travers des propriocepteurs qui se retrouvent dans mes joints et mes muscles. Cette information, évidemment, elle est tout le temps relayée
d'une façon très similaire à travers plusieurs relais jusqu'au cerveau où, après, à la fin, je perçois une position dans l'espace ou le moment dans lequel je touche. Et évidemment, les prothèses que je viens vous montrer, ils n'avaient pas ce retour sensoriel. Donc la dame que vous avez vue, elle a regardé son propre bras bouger. Et évidemment, la vision, ce n'est pas une modalité très rapide comparée avec le toucher. Donc, ce n'est pas idéal. Moi, je ne regarde jamais mon bras bouger quand je devrais prendre une bouteille d'eau. Donc déjà, on travaille sur des modalités qui ne sont peut-être pas idéales. Le singe, il a entendu quelque chose d'auditif, de nouveau, ce qui n'est pas intuitif de lier ça à un bras robotique. Donc si j'avais des capteurs dans cette prothèse et je pourrais prendre ce signal, de nouveau le mettre sur l'ordinateur et analyser ce signal en temps réel et le réinjecter directement dans les aires sensorielles du cerveau, peut-être ces prothèses fonctionneront mieux. Et donc c'est exactement cette question qu'on s'est posée il y a quelques années dans mon laboratoire. Est-ce qu'en fait, théoriquement, ça devrait marcher, mais est-ce que pratiquement, le cerveau arrive à intégrer une stimulation directement dans le cerveau et la prendre comme retour sensoriel? Nous, on a fait ça dans des souris pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on peut utiliser des techniques comme l'imagerie optique, ici l'imagerie de microscopie biphotonique, ce qui nous permet en fait de regarder jusqu'à 1 mm en profondeur dans la souris éveillée. Vous voyez ici en fait une partie de son cortex moteur, et les neurones ils sont colorés avec un colorant fluorescent, et ça nous permet en fait d'observer tout le réseau pendant que la souris apprend une certaine tâche, y compris des tâches neuroprosthétiques. Donc, on a commencé avec ça, on a commencé à entraîner en fait la souris à activer un seul de ces neurones, similaire de l'expérience des Barhart-Fetz, et on a vu qu'ils sont tout à fait capables à apprendre ça en quelques dizaines de minutes. Mais on a rajouté une complication, donc on n'a pas seulement enregistré un neurone, de la même façon que je vous ai montré avant, mais on a injecté de l'autre côté un retour sensoriel. On faisait ça pas avec des électrodes, on a rendu en fait ces neurones photosensibles, et comme ça on a pu utiliser la lumière bleue pour exciter ces neurones. Donc c'est entièrement une expérience optique. Ça nous permet de rester non invasif d'une certaine façon. Et de nouveau, l'imagerie nous permettait après de regarder tout le réseau, donc tous les milliers de neurones qui se retrouvaient autour, et d'en déduire lesquels sont activés ou inactivés, ou comment le réseau se réorganise pendant un tel apprentissage. Dans cet exemple que je vais vous montrer, en fait, on a poussé un peu l'idée, on a pris 3 de ces neurones-là, n'importe lesquels, neurones 1, 2, 3, et on les a intégrés sur un bras robotique, et chaque neurone contrôlait un moteur de ce bras robotique. Le retour sensoriel qu'on injectait dans le cerveau de la souris, en fait, était simplement la distance entre une cible et la fin du bras robotique. Donc, quand le bras robotique s'approchait de la cible, on stimulait plus fort. Quand on s'éloignait, on stimulait moins fort. Et alors, même question, qu'est-ce qui se passe si on allume l'appareil? Donc là, c'est une souris sous le microscope à 2 photons. Elle fait a priori pas grand-chose. Ici, on voit son cerveau, en tout cas un tout petit bout de son cerveau. On voit 3 neurones qu'on a choisis arbitrairement. On analyse ces données en temps réel. Et puis, donc, le neurone en bleu active le moteur en bleu. Le neurone en vert active ce moteur-là. Et le neurone en rouge active le moteur en rouge. La stimulation, de nouveau, elle est inversement proportionnelle à la distance vers la cible. Donc là, elle a atteint la cible. Et vous avez vu qu'elle a reçu en plus une récompense très similaire à l'expérience des Barhart-Fetz. Et on laisse tourner cet appareil de nouveau pendant une demi-heure. Et c'est tout simple, qu'est-ce qui se passe? Et très similaire de l'expérience que vous avez vue avant avec le retour auditif. Si on donne cette stimulation dans le cerveau, à travers une trentaine de minutes, les souris ont reçu de plus en plus de récompenses à travers cette expérience. Et très similaire de l'expérience avec un vrai retour sensoriel, quand on arrête le retour sensoriel, la souris arrête de travailler, elle ne sait plus quoi faire. Et avec ça, j'aimerais bien résumer donc. Je vous ai montré qu'on ne peut pas parler d'une seule
interfaces. Il y a plusieurs types d'interfaces avec plusieurs types d'électrodes, et c'est vraiment le nombre d'électrodes et le positionnement qui déterminent ce qu'on peut faire avec ce type d'interface. La plasticité synaptique joue un rôle important quand on veut utiliser surtout des neurones qui n'ont pas de fonction connue quand on enregistre d'un certain endroit. Donc ça nous aide à entraîner des neurones aux fonctions qu'on a envie d'apprendre avec une machine. Le troisième point, c'est que le retour sensoriel est vraiment primordial. Si ce retour sensoriel est auditif, visuel ou à travers d'une stimulation, si on l'enlève, ces prothèses ne marchent pas bien. Finalement, je vous ai montré un exemple d'une interface bidirectionnelle. C'est clair, ces résultats étaient déjà répliqués maintenant chez les singes et chez les humains. Donc, les nouvelles prothèses utilisent effectivement une stimulation en temps réel des aires sensorielles pendant que ces bras bougent. Et on espère évidemment que ça va améliorer l'utilisation de ce type de prothèse. Et finalement, je vous ai montré un exemple de l'expérimentation animale. Vous avez certainement entendu parler ces derniers mois à travers les votations. Mais ça nous permet de trouver en fait les mécanismes de ce type d'apprentissage et gentiment s'approcher à une compréhension comment fonctionne ce type de prothèse. Et finalement, il nous reste évidemment des défis majeurs. Il y a des raisons pourquoi on ne se promène pas tous avec des électrodes dans le cerveau. Ça reste des procédures invasives, ça reste des procédures qui ont une durée encore assez limitée dans le temps. On a de la peine à garder les mêmes neurones pendant plusieurs jours avec certains types d'électrodes. Et c'est exactement ça que je pense que vous allez voir tout à l'heure du docteur Barrault, qui va vous montrer la dernière génération d'implants qui est très, très prometteur. Et avec ça, j'aimerais bien vous remercier pour votre attention et évidemment toutes les fondations qui nous ont soutenus ces dernières années. Alors, merci à Daniel Hubert pour cette première présentation. Donc, dans la deuxième présentation, Quentin Barrault va nous parler des interventions innovantes pour restaurer les fonctions motrices après des troubles du système nerveux central et en particulier ceux des lésions de la moelle épinière. Il va nous montrer donc comment ces recherches ont permis d'améliorer la qualité de vie des personnes paraplégiques. Alors, Quentin Barrault est chercheur en neurosciences au Centre de recherche NeuroRestore de l'EPFL et du CHUV, co-dirigé par les professeurs Courtine et Bloch. Après avoir effectué un doctorat en neurobiologie à l'Université de Bordeaux, il mène des recherches à l'Université de Zurich et de l'EPFL. Quentin Barrault travaille sur le développement de neurotechnologies qui ont pour objectif d'améliorer la récupération fonctionnelle après des troubles neurologiques tels que des lésions de la moelle épinière. Il étudie les mécanismes biologiques par lesquels la stimulation électrochimique de la moelle épinière, associée à un entraînement assisté par robot, restaure la marche après des lésions de cette moelle épinière. Alors, je lui laisse tout de suite la parole. Là, c'est bon. Bonsoir à tous et merci Mona pour cette brève introduction et puis au docteur Huber pour avoir introduit ces concepts de neuroprothèses et comment ils peuvent interagir avec le corps humain. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un exemple concret qu'on met en place au laboratoire pour venir en aide aux personnes qui ont des lésions de la moelle épinière, donc des personnes qui sont paralysées, des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Et pour ma présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter David. David était un jeune gymnaste qui a eu un accident en cours d'un entraînement où il est mal retombé au niveau de la partie cervicale, donc c'est juste à la base de la nuque. Et ici, vous voyez ici en surbrillance ce qu'on appelle le système nerveux central que Daniel vous a introduit tout à l'heure. Et lorsqu'on veut effectuer un mouvement, vous avez le cerveau qui envoie la commande. Cette commande transite au niveau de la moelle épinière et ensuite est envoyée vers les muscles qui peuvent ensuite effectuer le mouvement voulu. Et lorsqu'il y a une lésion de la moelle épinière, vous avez une interruption de la communication entre le cerveau et les centres locomoteurs situés en dessous de la lésion.
Ainsi, ça conduit, comme je viens de le dire, au type de paraplégie qu'on observe. Donc comment restaurer ces fonctions neurologiques? Il y a deux, finalement, grands dogmes au sein de la communauté scientifique pour venir en aide à ces patients. C'est soit on intervient au niveau de la lésion et on permet aux fibres qui viennent du cerveau, qui ont été coupées, de pousser au travers de la lésion. On appelle ça des phénomènes de régénération, donc on fait repousser des fibres qui ont été coupées. Ou soit on s'intéresse aux réseaux locomoteurs qui sont situés sous la lésion, qui sont finalement intacts, mais déconnectés du cerveau. Donc ils sont dans un état qu'on peut dire dormant. Et moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tous les types de prothèses qu'on a mis en place pour intervenir au niveau de ces réseaux locomoteurs situés sous la lésion et qui sont dans un état dormant. Donc comment les réactiver? Mais en fait, pour les réactiver, comme l'a dit Daniel, les neurones, finalement, pour communiquer entre eux, ils envoient des informations électriques. Donc l'idée qu'on a développée, c'était d'envoyer des petites impulsions électriques sur la moelle épinière qui mimeraient en fait le type d'émission électrique qui serait envoyée naturellement par le cerveau, pour reproduire l'activation naturelle par le cerveau, de manière artificielle en utilisant ces neuroprothèses. Donc comment y parvenir? On est tout d'abord passé par le modèle animal pour essayer de développer ce concept. Donc, dans un premier temps, on a modélisé une lésion de la moelle épinière chez l'animal et on a implanté avec des électrodes à la surface de la moelle épinière pour envoyer ces petites impulsions électriques. Et ici, vous avez un rat qui est positionné sur un tapis roulant et vous avez ce petit harnais qui maintient en fait son poids corporel, puisqu'il est paralysé, il ne peut plus le maintenir de lui-même. Et vous allez voir, on va envoyer ces stimulations au niveau des centres locomoteurs de la moelle épinière, et vous voyez que dès qu'on déclenche les stimulations, l'animal est capable de marcher de lui-même. Vous voyez, vous avez un mouvement alternatif. Quand on stoppe la stimulation, l'animal est paralysé, et quand on remet la stimulation, immédiatement, on est capable de déclencher des mouvements de marche chez cet animal. Donc ça a été la première preuve de concept selon laquelle, avec une stimulation électrique des neurones directement au niveau locomoteur, on est capable de reproduire un pattern de marche naturel. Seulement, pour transférer ce type d'appareillage chez l'homme, il nous a fallu comprendre les mécanismes. Quels sont les types de neurones que l'on recrute, quels sont les types de fibres que l'on recrute, et comment reproduire le mouvement naturel au plus proche de ce qui se faisait avant la lésion. Donc pour ça, on a utilisé une forme à la fois de simulation sur ordinateur des réseaux de neurones, de la recherche et l'expérimentation animale, pour comprendre quel type de neurones étaient recrutés par nos stimulations. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les stimulations ne stimulent pas directement les nerfs moteurs qui innervent les muscles. En fait, les stimulations vont stimuler ces racines antérieures, qui sont des racines sensorielles. Donc en fait, on va réactiver de manière naturelle les réflexes archaïques au niveau de la moelle épinière qui permettent de contrôler le mouvement. C'est comme si vous allez chez le docteur, vous tapez sur le tendon, vous allez avoir un réflexe d'extension. Mais c'est ces types de réseaux qu'on va engager avec nos stimulations. Ce sera peut-être plus parlant sur cette image. Vous voyez l'électrode qui est placée sur la surface, la partie dorsale de la moelle épinière, et le courant ne va pas pénétrer directement en fait, dans la moelle épinière pour activer les neurones de la moelle épinière. Il va naviguer au sein du liquide céphalorachidien, qui est le liquide qui englobe le tissu nerveux, pour aller interagir avec ces fibres sensorielles, et en particulier les fibres sensorielles proprioceptives dont Daniel a parlé tout à l'heure. Et quand on regarde la moelle épinière dans son ensemble, ces fibres proprioceptives, vous voyez, les corps cellulaires sont au niveau de ces racines, de ces ganglions dorsaux, et vous voyez que toutes ces fibres convergent au niveau des racines sur l'entièreté de la moelle épinière. C'est-à-dire qu'en stimulant ces fibres, on a accès à l'ensemble des circuits neuronaux de la moelle épinière. Donc, sachant ça, on a pu mettre en place des protocoles de stimulation qui reproduisaient l'activité naturelle pendant la marche. On se doute bien que quand on marche, on n'a pas besoin d'activer tous nos muscles en même temps, sinon on s'effondrerait. Quand on lève la jambe, on a besoin de plus forcément des muscles fléchisseurs, et quand on veut poser la jambe au sol, plus de murs extenseurs pour maintenir notre poids.
Donc, en stimulant les zones contrôlant les muscles fléchisseurs ou extenseurs du côté droit ou du côté gauche au moment opportun, on peut reproduire un pattern de marche naturel. Donc, une fois qu'on a optimisé et prédit quelles devaient être les stimulations, il nous fallait une interface pour interagir. Et pour cela, on a collaboré avec des gens qui construisent des laboratoires, en particulier de Stéphanie Lacour à l'EPFL, qui développent des électrodes pouvant être soft, souples, mais durables dans le temps. Vous voyez ici, vous avez un exemple d'un champ d'électrode, comme on appelle ça, qui est implanté au niveau de la moelle épinière, donc qui peut subir toutes les contraintes liées au mouvement de la moelle épinière, parce qu'évidemment, quand j'ai tout ce phénomène de torsion au niveau de mon tronc, vous vous doutez bien que les électrodes doivent aussi suivre ce genre de mouvement. Donc ces électrodes sont implantées. Vous voyez ici les électrodes en noir. Ici, il y a trois électrodes représentées. Et vous voyez qu'elles sont en contact proche de ces fameuses racines sensorielles. Donc on est capable de les stimuler de manière très précise. Et là, on s'est dit, on va comparer une approche de stimulation continue, c'est-à-dire on stimule toute la moelle épinière en même temps, versus une application où on stimule les bons neurones au bon moment. Et donc, c'est ce qui est représenté ici sur cette petite vidéo. Vous avez un animal qui a une lésion complète de la moelle épinière. Donc, vous voyez, sans stimulation, il est complètement paralysé. Ensuite, on applique une stimulation continue sur toute la moelle épinière. Donc, comme je vous ai montré au tout départ, on est capable d'avoir des mouvements de manière spontanée. Mais ce qui se passe, c'est vu qu'on active tous les muscles, au bout d'un moment, il y a une certaine fatigue musculaire qui se met en jeu et l'animal, finalement, finit par s'effondrer de lui-même. Les stimulations ne sont plus effectives. Quand on passe à une stimulation donc vraiment précise dans le temps et dans l'espace, on est capable d'avoir des mouvements beaucoup plus amples et de contrôler les mouvements déclenchés de manière beaucoup plus précise. Donc on a vraiment un contrôle total sur ces stimulations. Donc ça, ce premier chapitre clôt un petit peu les effets immédiats de la stimulation, c'est-à-dire dès qu'on stimule, on déclenche un mouvement. Seulement, ces mouvements étaient réalisés sur un tapis roulant, c'est-à-dire que les jambes étaient quand même entraînées par le mouvement du tapis, ensuite on déclenchait ces boucles réflexes pour déclencher le mouvement. Si on veut restaurer une locomotion, une marche volontaire, on se doute bien qu'il faut changer de paradigme d'entraînement. Et pour ça, on a construit une interface robotique qui, en fait, va supporter le poids corporel de l'animal, mais de manière transparente. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir le mouvement du tapis qui va déclencher le mouvement. L'animal devra de lui-même essayer de récupérer volontairement des mouvements. Donc on a construit une interface de robotique. Ça, vous allez voir une petite vidéo au laboratoire. Donc vous voyez, vous avez une personne qui manipule ce robot. Donc l'animal est placé dans ce petit harnais. Et le robot se déplace dans toutes les directions et maintient le poids corporel de l'animal. Seulement, il ne va pas le propulser vers l'avant. Pour avancer, l'animal devra essayer de récupérer l'accès à ses centres locomoteurs sous la lésion. Donc on a répété l'expérience, on a placé le rat sur ce robot, c'est ce que vous avez ici. On a mis les stimulations et on s'attendait à voir peut-être comme sur le tapis roulant, un mouvement direct. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'animal était incapable au départ de commander ses jambes, finalement, de retrouver ce contrôle volontaire. Donc pour entraîner ce retour du mouvement volontaire, on a entraîné le rat comme ça tous les jours, pendant 2 à 3 mois. Et vous voyez le même animal, si on le voit 3 mois plus tard, vous voyez que grâce aux stimulations combinées à cet entraînement quotidien, il a été capable de franchir de grandes distances alors qu'il était au préalable complètement paralysé. Et vu qu'on est des scientifiques, on aime bien comprendre ce qui se passe au niveau des neurones. Et pour ça, on a fait des analyses sur le cerveau et la moelle épinière de cet animal qui ont été rendus transparents. Et ce que vous voyez ici dans cette vidéo, on a fait avec des marqueurs fluorescents des traçages des neurones. Ici, vous avez le cerveau et de tous les axones qui sont envoyés vers la moelle épinière. Vous voyez, les axones en bleu et blanc, c'est ces axones qui viennent au niveau du cerveau et qui sont interrompus par la lésion ici en rouge. On le voit très bien. Vous voyez, les axones du cerveau interrompus par la lésion. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que suite à l'entraînement, on avait une repousse de ces fibres venant du cerveau qui sont apparues. Vous voyez ici, on les voit, ils sont dans la substance blanche et puis on les voit aller vers la substance grise. Donc, ce qui veut dire pour nous, c'est que le cerveau a, grâce à cet entraînement, récupéré l'accès de manière naturelle au centre locomoteur, ce qui a permis un retour d'action volontaire.
Alors évidemment, vous allez me dire, tout ça, ça se fait chez l'animal. Et entre un rat et l'homme, il y a des différences évidemment anatomiques évidentes, en termes de taille notamment. Donc le prochain objectif du laboratoire a été de transférer ces technologies à l'homme. Et pour ça, on a monté un deuxième laboratoire à l'hôpital de Lausanne, au CHUV, et ils nous ont dit, ben voilà, on vous met une salle à disposition et on va essayer de répliquer un petit peu tous ces différents concepts qu'on a développés chez l'animal et de les transférer chez l'homme. Donc on a équipé cette salle, c'est ce que vous voyez ici. Donc la salle, elle est équipée avec différents types d'outils modernes pour reproduire les conditions qu'on avait au laboratoire. Donc, par exemple, on a développé des systèmes de stimulation, on va y revenir plus tard, de la moelle épinière, mais aussi tout un tas de systèmes pour monitorer et pouvoir quantifier la récupération locomotrice, pour voir quels étaient les effets de nos stimulations. Mais effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, la première étape a été de construire un champ d'électrodes qui soit adapté à la configuration de la moelle épinière humaine. Donc, pour la première chose qu'on a faite, on a fait une caractérisation anatomique et fonctionnelle des segments de la moelle épinière qui contrôlent la locomotion chez l'homme. Pourquoi ça saute ? Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a localisé, vous voyez tous ces points jaunes ici, c'est la localisation des neurones qui contrôlent les différents muscles de la jambe. Donc on s'est dit, OK, on a ces différents pools de neurones, groupes de neurones qui sont localisés ici, donc il faut que pour chaque groupe de neurones, on surimpose une électrode pour pouvoir les stimuler de manière indépendante. Donc c'est ce type de champ d'électrode qu'on a développé, et vous voyez, il y a une petite opération chirurgicale qui est faite pour glisser en fait ces électrodes sur la surface de la moelle épinière. Elles ne pénètrent en aucun cas la moelle épinière, elles sont juste posées dessus. Comme vous voyez ici, vous avez de l'imagerie médicale et vous voyez la position des électrodes par rapport au corps vertébral. Et ces électrodes sont reliées à un pulse generator, donc c'est un mini-ordinateur en fait qui va envoyer les séquences de stimulation et qui est lui inséré au niveau de l'abdomen et qui est rechargeable de manière sans fil en fait. Et c'est ce type de dispositif qui peut être utilisé pour des pacemakers par exemple, ce genre de choses. C'est le même type de technologie. Donc pour revenir à David, qui était le premier patient que je vous ai montré tout à l'heure, il a été implanté en 2016 avec ce type d'électrode par une neurochirurgienne, donc Jocelyne Bloch, à l'hôpital de Lausanne. Et donc ici, on retrouve la même configuration de ce que je vous ai montré tout à l'heure chez l'animal. Donc vous avez le patient ici qui a une lésion de la moelle épinière et qui est placé dans une espèce de robot en fait, qui va maintenir son poids corporel. Et donc il est implanté avec les stimulations. Vous avez ici le design du champ d'électrode à gauche, et en rouge, c'est les électrodes qui s'allument. Et dans ce premier exemple, on va faire comme on a fait tout à l'heure chez le rat, c'est-à-dire on va allumer la stimulation, regarder ce qui se passe au niveau des jambes, couper la stimulation, et ensuite redéclencher la stimulation. Donc vous avez ici la stimulation qui est en marche, et vous voyez, de manière immédiate, on est capable de déclencher quelques pas. Quand on stoppe la stimulation, de manière similaire chez le rat, il a beau essayer tout ce qu'il peut, il est de nouveau paralysé. Quand on redéclenche la stimulation, il peut de nouveau faire quelques pas. Donc là, quand on a observé ça, on était satisfait, puisque finalement, on a reproduit le premier concept de facilitation immédiate de la marche. Et ensuite, on s'est dit, mais voilà, est-ce que notre stimulation spatio-temporelle, donc des bons neurones au bon moment du cycle des marches, est-ce que c'est vraiment utile ? Et vous voyez ici sur la vidéo du haut la stimulation spatio-temporelle, donc vous voyez le patient est capable de marcher le long, alors que dans le cas d'une stimulation continue, le patient reste complètement bloqué. La question suivante qui s'est posée, ça a été, OK, on a validé nos effets immédiats de la stimulation, ça facilite la marche, mais est-ce que maintenant, si on entraîne ce patient avec ce dispositif tous les jours, est-ce qu'on va avoir des effets fonctionnels à long terme et une récupération volontaire des mouvements comme on a pu l'avoir chez le rat? Donc, David a suivi le protocole de réhabilitation 5 fois par semaine pendant 3-4 mois, et un jour, il est venu au laboratoire, donc après 2 mois d'entraînement, c'est la vidéo de gauche, alors qu'il était complètement
paralysé de cette jambe gauche, il est venu un jour au laboratoire et s'est dit « Ah, mais il semble que j'arrive un petit peu à la faire bouger. » Et ça, sans stimulation. Donc ça a été le premier indice, après 2 mois d'entraînement, de se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau des réseaux neuronaux qui se sont réorganisés et qui ont permis une récupération finalement volontaire du mouvement. » Et après 5 mois d'entraînement, vous voyez que l'amplitude de l'extension au niveau de la jambe s'est nettement améliorée pour une jambe qui était complètement paralysée. Et ce, toujours sans stimulation. Donc maintenant, il continue de s'entraîner, c'est à peu près où il en est aujourd'hui, où en l'absence de stimulation, il est capable de faire quelques pas de lui-même. Donc vous voyez, ça lui demande toujours beaucoup d'efforts, il y a besoin d'une stabilisation au niveau du bassin, mais il y a une nette amélioration fonctionnelle. Donc ça, on a été très satisfait de ce premier patient, et donc on imagine ce qui s'est passé chez l'homme, c'est que grâce aux stimulations, il s'est produit à peu près la même chose qu'on a observé chez l'animal, c'est que vous avez ces fibres venant du cerveau qui étaient interrompues par la lésion, qui se sont réorganisées pour passer la lésion et aller réinnerver les régions qui contrôlent les muscles des jambes. Donc où on en est aujourd'hui, on a implanté à peu près 9 patients, vous les avez tous ici en visu, des patients avec des lésions incomplètes de la moelle épinière, ou même des patients avec des lésions complètes, c'est-à-dire plus aucune sensation motrice ou sensorielle résiduelle. Et vous voyez que sur l'ensemble de ces patients, ceux-ci ont répondu positivement aux stimulations de la moelle épinière. Donc c'est vraiment très encourageant. À ce stade, la question qui s'est posée ensuite, c'est OK, on est dans un environnement hospitalier, dans un laboratoire, mais est-ce que finalement ces stimulations, ça leur sert dans la vie de tous les jours ? Donc le challenge suivant a été de transposer cette technologie en dehors du laboratoire. Et pour ça, il a fallu mettre en place plusieurs choses. Il a fallu mettre en place des éléments qui permettent de contrôler les stimulations en milieu externe. Donc on a lié par exemple le déclenchement des stimulations à une montre connectée, mais il nous faut également des mesures qui nous permettent de déclencher les stimulations au moment donné. Vous imaginez bien qu'il faut pouvoir, si on veut stimuler la flexion ou l'extension des jambes, il faut pouvoir savoir si le patient veut marcher ou pas. Donc ça, pour l'instant, ça se fait grâce à ces clickers qui sont positionnés au niveau de ses mains, et donc il peut déclencher les stimulations de manière manuelle pour l'aider à marcher. Et donc, avec tout ce dispositif, si la vidéo est bien démarrée, vous voyez qu'il peut déclencher les stimulations à la montre et ensuite, à l'aide des clickers, gérer l'alternance des jambes, mais il peut utiliser ce type de technologie dans un milieu hors de l'hôpital. Et on a répété cette expérience chez des patients avec des lésions plus sévères, qui sont des lésions complètes de la moelle épinière. Vous avez ici un deuxième patient, Michel, qui est capable aussi également d'utiliser cette technologie en dehors de l'hôpital. Et il faut dire qu'il se sert aussi de ces stimulations, pas uniquement pour la marche, mais aussi pour d'autres activités qui peuvent être très utiles. Par exemple, Michel était fan de boxe, et grâce aux stimulations, il peut maintenant se tenir debout pour faire ses exercices, ce qui lui améliore son quotidien, mais aussi avoir des activités sociales. Donc il peut se tenir comme ça, accoudé à un bar pendant de longues périodes. Ici, on a mis le minuteur, mais on aurait pu le laisser. Il est resté au moins 2 heures avec des amis dans un bar debout. Donc c'est vrai qu'il a retrouvé une certaine activité sociale. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour la qualité de vie des patients. Mais on peut aussi adapter les stimulations à d'autres types d'activités, comme ici, juste un exemple, la natation. Vous avez un patient ici qui a une lésion complète des 2 jambes, donc il est incapable de contrôler ses jambes. Et grâce aux stimulations, eh bien, on peut retrouver des mouvements coordonnés de ses jambes pour lui permettre de faire des entraînements en piscine, par exemple. Donc on a ces stimulateurs qui ont été développés et qui finalement peuvent servir à différents types d'applications. Donc juste pour conclure, on voit bien que la compréhension finalement des mécanismes mis en jeu, mis en évidence chez l'animal a été indispensable pour un rapide transfert de cette technologie en clinique.
Et finalement, ces neuroprothèses, elles permettent de placer le système nerveux dans les meilleures conditions pour se réparer de lui-même. C'est-à-dire qu'on utilise ces neuroprothèses pour réparer le système nerveux, mais le but ultime, c'est de pouvoir finalement, au bout d'un moment, de les enlever et de s'en passer. Et on a bien vu que l'aspect spatio-temporel de ces stimulations est primordial. Et à l'avenir, le but ultime aussi de ce type de technologie, c'est pouvoir de déclencher les stimulations en fonction de l'intention motrice. Donc le but, comme l'a montré Daniel, ce serait d'avoir des électrodes pour décoder au niveau du cerveau qui contrôlent en elles-mêmes les stimulations au niveau de la moelle épinière. Avoir une espèce de pont digital qui finalement passe de manière artificielle à travers la lésion. Donc on peut espérer avoir une meilleure récupération quand ces stimulations finalement sont liées à la volonté de marcher. Et donc, quels sont les défis actuellement auxquels on se heurte? Donc maintenant, comme je vous l'ai montré, on a fait une dizaine de patients. Maintenant, le prochain objectif, c'est passer de 10 à 1000. Donc là, c'est un autre challenge et continuer ces essais cliniques sur différents sites et pas seulement en Suisse. Et également aussi, pourquoi pas, d'extrapoler ce type de technologie à d'autres troubles moteurs, comme par exemple la maladie de Parkinson ou les accidents vasculaires cérébraux. Et ensuite, également, les patients, quand ils ont une lésion de la moelle épinière, ils ne souffrent pas seulement d'une paralysie ou incapacité de marcher, ils ont aussi d'autres troubles, comme des troubles de la pression sanguine, par exemple, ou des troubles urodynamiques. Donc on pourrait aussi penser à utiliser ce type de stimulation pour aller réveiller les centres au niveau de la moelle épinière qui contrôlent ces autres fonctions également. Et pour conclure, je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe qui travaille au laboratoire, que ce soit à l'hôpital ou à l'EPFL, et l'ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent. Et je vous remercie. Merci à Quentin Barraud. Donc, je propose à nos deux intervenants de prendre place ici, puis on va prendre des questions dans la salle. Donc, si vous avez des questions, levez la main, n'hésitez pas. On a deux personnes avec des micros. Oui, une question là? Oui. J'avais une question par rapport aux neuroprothèses. Combien de temps, quelle durée de vie elles ont environ? C'est-à-dire, je sais qu'on implante quelque chose, je sais qu'elles ont une durée de vie, on va dire un pacemaker, elle a une durée de vie d'environ 15 ans, une prothèse ou autre qu'on en met en chirurgie, ça a une durée de vie d'à peu près 15 ans. Est-ce qu'elle a une durée de vie, ces neuroprothèses, et combien de temps environ? Alors, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Les neuroprothèses qu'on utilise, comme vous avez vu, c'est des implants qui ne pénètrent pas la moelle épinière, donc sont placés au-dessus de la moelle épinière. Et ce type d'implant était déjà utilisé en clinique, mais pour traiter des douleurs chroniques de la moelle épinière. Et donc, c'est des implants que nous, on a améliorés, mais qui peuvent durer des dizaines d'années sans problème implantés. Okay. Ça, c'est au niveau de la stimulation. Voilà, ouais. Je pense au niveau de l'enregistrement, on a vu cette patiente, en fait, après un moment, ses électrodes ne marchaient plus. Donc, pour l'enregistrement, c'est beaucoup plus délicat parce qu'il faut s'approcher beaucoup des neurones, il faut carrément s'apposer, en fait, aux neurones. Donc, les prothèses d'enregistrement sont beaucoup plus délicats à mettre en place et aussi leur durée de vie est actuellement maximum d'une année. Quand on parle vraiment de ce type d'enregistrement de cellules individuelles, avec la stimulation qu'on vient de voir, on peut s'éloigner pas mal du corps cellulaire, de la cellule. On peut même juste être en apposition. Donc, je pense que ça dépend de quelle partie on parle de ces neuroprothèses. Juste pour préciser, pourquoi ces neurones, au bout d'un moment, ne fonctionnent plus? On pense, donc, si vous avez vu peut-être ces centaines d'électrodes, c'était une sorte de puce avec une centaine de petits aiguilles comme ça. Le problème, c'est si on implante ces électrodes rigides, ils se frottent au tissu. Évidemment, il y a une inflammation qui se crée. Les cellules gliales autour, ils viennent au secours de cette inflammation et gentiment, ils vont englober en fait ce que notre corps il fait. Il essaye d'englober ce qui n'est pas le sien et il va englober ces électrodes qui deviennent de moins en moins conductants et ainsi, on a de la peine à enregistrer.
les nouvelles méthodes avec des électrodes flexibles, comme on vient de voir pour la stimulation, c'est clair, c'est très très prometteur, mais pour enregistrer, on est encore très très au début de ces électrodes flexibles qui peuvent être moins irritants, soi-disant, pour le cerveau, pour qu'il y ait moins de réactions de défense. Ok, une autre question? Alors, oui, une personne ici. Et est-ce qu'il y a une autre personne là? Non? Ah, là-haut, il y a une personne là-haut et puis une autre personne en bas. Donc, Merci. Ici, d'accord, ok. Je voudrais savoir si cette technologie est applicable pour des gens qui ont été accidentés déjà il y a plusieurs années. Vous parlez des lésions de la moelle épinière? Oui. Alors, à propos, donc, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans ma présentation. On a pris pour l'instant, pour ces essais cliniques, des personnes qui avaient déjà atteint, on va dire, le plateau de récupération fonctionnelle spontanée. Il faut savoir que quand on a une lésion de la moelle épinière, le système nerveux, c'est quelque chose de très plastique, comme l'a dit Daniel, donc il va y avoir une réorganisation et une récupération, même si c'est à un degré minime, qui va se faire. Donc pour montrer le bénéfice de notre technologie, on a inclus dans ces premières phases d'essais cliniques des patients qui avaient déjà des lésions dites chroniques, c'est-à-dire depuis de nombreuses années. Donc les patients que vous avez eus ici, c'était déjà des patients qui ont eu des lésions il y a 2, 3, 5, 10 ans même, pour les plus anciennes. Et on montre que même chez ces patients à des stades avancés, où potentiellement le potentiel de récupération est moindre, on a quand même des effets positifs. Le but ensuite, c'est de tester ces technologies également chez des patients avec des lésions récentes où le potentiel de récupération est même peut-être supérieur. Alors, je vois pas, c'est vrai que c'est très éblouissant ces projecteurs, alors on n'arrive pas à voir là-haut, mais il y avait une question là-haut, tout là-haut d'abord. Oui, puis ensuite monsieur. Oui. Si. Alors, voilà, j'aimerais bien savoir si ce n'est pas peut-être un problème économique. Qu'on va plutôt dans les prothèses et vers le transhumanisme, au lieu d'aller vraiment imprimer avec des machines 3D, avec justement juste une cellule de souche de cette moelle épinière dont on parle, et donc l'implémenter dans cette machine 3D avec des nucléotides et des protéines pour imprimer la prothèse parfaite qui ne va jamais être en neurodégénération. Et à côté de ça, pour vraiment faire régénérer les neurones, on a ainsi aussi les fréquences, les thérapies fréquentielles, parce que tout est fréquentiel, et la luminothérapie qui a été prouvée à 100% par Harvard University. Donc voilà, ça sort des meilleures universités au monde. Donc pourquoi on parle encore de prothèses en 2022? Merci. Disons que les neuroprothèses, comme l'a dit Daniel, il y a une longue histoire sur plusieurs décennies. Donc la compréhension de l'utilisation de ces technologies, elle est là, elle est présente dans la communauté, elle a été faite de manière rigoureuse. Donc la chose la plus rapide et la plus facile à traduire le plus rapidement en clinique, c'est quand même les neuroprothèses. Et il faut dire, je suis d'accord avec vous, que les neuroprothèses en elles-mêmes, ce n'est pas une cure en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement avec ces stimulations que les personnes pourront faire demain un sprint. Seulement, c'est une première étape. Ensuite, on peut imaginer, comme vous avez dit, une combinaison de ces approches de neuroprothèses avec d'autres types d'aides, en particulier pour les lésions complètes, pour faire régénérer les fibres. Au niveau des cellules souches, ce n'est pas aussi simple que vous l'avez dit, de mettre quelques neurones au milieu de la lésion et espérer qu'elles se raccordent de manière spontanée. Ce n'est pas comme ça. J'entends pas, je suis désolé, je continue. Du coup, je disais, oui, c'est pas aussi simple que ça. Il faut, pour que ça remarche, que les neurones puissent se reconnecter aux bonnes cibles. Et à l'heure actuelle, on en est incapable à ma connaissance. Okay, question suivante, monsieur, oui. Oui, merci pour cette présentation. Et ça rejoint un peu la question. Peut-on pas faire des neurones dans une culture, puis après les implanter, remplacer le circuit électrique, Mais ça répond un peu à la question d'avant. C'est ce que je disais, c'est que les dernières études qui ont été publiées avec les cellules souches, elles ont permis une repousse de neurones d'un point de vue anatomique, d'un point de vue fonctionnel, elles n'ont rien montré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amélioration fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que les neurones ne se reconnectent pas au bon endroit. Ce n'est pas le bon type de sol. Il faut prendre le problème à l'envers et essayer de comprendre naturellement qu'est-ce qui pourrait permettre de réparer ces circuits, de les faire régénérer, quelles sont les bonnes cibles, est-ce que tous les types de neurones sont indispensables pour marcher,
quels sont ceux qui sont indispensables et ne viser par de la thérapie ciblée que ces cellules. On peut peut-être aussi rajouter que beaucoup de ce type d'expérience se fait dans un petri dish, en culture. Et là, effectivement, on peut faire ce type d'expérience. Le neurone, s'il est dans une boîte de pétri, elle doit pousser peut-être quelques microns pour trouver un autre neurone et faire une connexion qui, évidemment, n'est pas du tout spécifique. Ici, on parle de millimètres, de centimètres, d'un mètre qu'un neurone devrait pousser. Et il n'y a pas la place, vraiment. Donc, ce qui se passe bien dans la culture, sur quelques micromètres, si tout à coup, il faut traverser la moitié de la moelle sur des centimètres, ça devient beaucoup plus compliqué. Et le neurone devrait, à la fin, en plus, trouver le bon neurone cible. Ça reste très difficile à s'imaginer que ça marche un jour. Donc, il y a un peu une déconnexion entre la recherche fondamentale, ce qui se fait en culture, et après, chez un humain qui a quand même des neurones moteurs qui ont 50 cm de longueur, c'est tout un autre problème. Très bien, merci. Une question là-haut, oui. Oui, bonsoir. Merci à tous les deux, c'était passionnant et vraiment complémentaire. Je suis curieuse de savoir, chez les patients implantés, quelles sont les sensations qu'ils retrouvent au niveau de leurs jambes? Alors, beaucoup d'entre eux ont signalé qu'ils sentaient leurs jambes. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on a mesurées de manière objective, parce qu'on s'est vraiment intéressé à la partie motrice, mais ils ont retrouvé, on va dire, en présence des simulations, une certaine conscience de leurs membres, signe qu'il y avait un retour sensoriel qui se faisait au niveau du cerveau. C'est tout à fait vrai. Dans le cas des lésions, quand on a des patients qui ont des lésions complètes, c'était beaucoup plus difficile à observer chez eux. On arrivait finalement à déclencher le mouvement plus de manière un peu plus robotisée. Vous avez vu sur les deux patients, peut-être, si vous avez vu celui qui a la lésion complète, c'est un mouvement qui est beaucoup plus robotisé, justement parce que, à mon avis, le retour sensoriel était manquant. Donc ça reste primordial. Ok, une question ici, madame, oui. Vous avez dit, si je ne me trompe pas, que ces enregistrements perdaient la faiblesse, devenaient plus faibles. Comment est-ce que vous faites pour qu'il ne devienne pas comme ça, ou qu'est-ce qu'on fait quand il devient plus faible? Est-ce qu'il faut le remplacer ou comment? Alors, je crois qu'elle veut dire qu'en fait, ce n'est pas un problème de paralysie, mais là, c'est quand juste nos muscles, ils sont, avec l'âge, on a moins de force. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est ça que vous vouliez dire? De le remplacer, ça veut dire qu'on est constamment dépendant de votre laboratoire? Non, alors, dépendant, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir... Il y a une indépendance après du patient ou pas? S'il devient un peu indépendant, ou si vous n'êtes pas encore dans ce stade d'indépendance du patient. L'idée, c'est d'utiliser ces neuroprothèses pour cet entraînement, cette réhabilitation motrice, pour que le cerveau récupère un accès naturel au réseau locomoteur, donc moteur situé sous la lésion, pour ensuite se passer des stimulations. C'est le but. Ouais. Donc l'objectif, c'est quand même à terme que ces personnes soient complètement indépendantes. Voilà. Ouais. Alors, on en est où pour les questions? Oui, là-haut. Bonjour, merci déjà pour votre présentation, c'était très intéressant. Je voulais savoir en fait comment vous expliquez de manière biologique cette repousse en fait des neurones dans la moelle épinière. Alors, ce qu'on sait, c'est que cette plasticité synaptique, comme l'a développé Daniel, est très dépendante de l'activité. On appelle ça Activity Dependent Plasticity. Donc ça veut dire que de créer une activité électrique au sein de ces réseaux neuronaux va les forcer finalement à se réorganiser. Et quand on a de manière concomitante finalement une volonté, donc qui vient du cerveau vers ces réseaux, et une activation de ces réseaux de manière artificielle, électrique, on a une sorte de concomitance entre ces deux informations qui fait que la plasticité de ces fibres se déclenche. Donc on pense vraiment que c'est vraiment en augmentant l'activité résiduelle qu'on arrive à remodeler ces circuits de manière bénéfique. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, qu'on observe souvent chez les patients qui ne sont pas du tout entraînés, c'est ce qu'on a ce qu'on appelle le phénomène spastique, des espèces de clonus musculaires, c'est-à-dire qu'on a des espèces de réflexes anarchiques qui se mettent en place. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a quand même une plasticité qui se passe, mais elle est complètement anarchique, elle n'est pas guidée.
Donc c'est-à-dire que les réseaux, vu qu'il y a un manque qui vient du cerveau, essayent de se réorganiser entre eux, mais ils le font de manière aberrante. Ce qui font qu'il y a des mouvements aberrants qui se forment chez ces patients paralysés et qui les empêchent de récupérer toute fonction finalement intéressante. Et donc en guidant cette plasticité par l'entraînement, on arrive à l'optimiser pour optimiser également la récupération. Ok, oui, madame ici. Merci pour votre présentation. Et j'avais justement une question concernant justement comment on pouvait peut-être mieux guider cette plasticité. Et je me demandais si justement, dans le futur, de manière hypothétique, on pourrait par exemple, sur un patient sain, enregistrer justement cette activité électrique de quelqu'un qui marche, parce que c'est vrai qu'on peut remarquer que les personnes justement elles marchent pas très bien, elles sont un peu sur les pointes des pieds au lieu justement de d'abord poser le talon. Si on peut justement donc enregistrer cette activité électrique sur un patient qui est sain, et ensuite, comme par exemple sur un software, enregistrer ça, le mettre sur entre guillemets une sorte de clé, et essayer justement de le mettre directement une sorte d'implant dans le cerveau pour justement stimuler ça et se passer dans le futur par exemple de la montre connectée. Oui, ça c'est comme je disais, c'est vraiment le but. Et d'ailleurs, on le touche du doigt. On a un patient qui est implanté à l'hôpital avec justement des électrodes au niveau du cortex moteur pour décoder l'intention motrice et pouvoir justement utiliser les stimulations quand il y en a vraiment besoin et avec un timing optimal. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que le mouvement devient de plus en plus souple en fait, et naturel quand il est lié à l'activité au niveau du cerveau. Parce que le timing est respecté entre l'information « je veux marcher » et les stimulations. C'est vrai que quand on utilise un stimulateur externe, ce timing n'est pas forcément respecté, ce qui peut donner à ces mouvements un petit peu robotiques. Et quand on arrive à le lier à l'intention naturelle du cerveau, c'est là qu'on a les meilleurs résultats, clairement. Oui, ouais, le micro, il est... Alors, je ne vois plus l'autre personne. Je ne vois pas. Tout en haut. Oui, alors là, je ne vois rien du tout, ouais, c'est vrai. Alors c'est là-haut, ok, madame, ouais. C'est vraiment, c'est la zone où on ne voit rien, là. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Et je voulais juste savoir, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de résultats très extraordinaires avec les patients où les électrodes ont bien marché. Mais j'aimerais savoir s'il y avait des patients que peut-être ça avait moins bien marché. Alors, à ma connaissance, on a implanté une dizaine de patients et tous ont répondu positivement, c'est-à-dire que les stimulations ont eu un effet immédiat de facilitateur. Après, il y a des patients qui ont répondu à des degrés divers au processus d'entraînement, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, et donc forcément, il y a des patients peut-être qui étaient un peu plus de motivation supérieure, parce que c'est quand même très fatigant, donc qui ont peut-être des améliorations fonctionnelles à long terme qui étaient moins évidentes que d'autres. Ça s'est surtout joué là, les différences. Mais quand on parle des stimulations immédiates, la facilitation immédiate, là, tous les patients ont répondu positivement. Oui, il y a une question là. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question qui rejoint celle d'avant, du coup. C'était quel est l'état de satisfaction des patients après ces mois de d'essai. Et c'est tout, quoi. Alors, comme j'ai dit, voilà, ce n'est pas une cure en soi, c'est-à-dire que les patients ne vont pas se mettre à courir du jour au lendemain, mais la plupart des retours qu'on a eus, c'est que ça a quand même amélioré leur vie quotidienne et sociale. C'est-à-dire qu'ils se sentent mieux dans leur corps, ils peuvent se déplacer de manière plus indépendante chez eux, en utilisant ces stimulations. Donc là-dessus, il y a une claire amélioration. Ça, c'est pour le point de vue moteur. Et je l'ai un petit peu abordé. On a aussi utilisé ce type de stimulation pour aussi améliorer les fonctions urinaires et
et aussi de régulation de la pression sanguine. Et là, on a eu des améliorations de l'état général, rien qu'en améliorant la pression sanguine, puisque le sang circule mieux. Quand ils passent d'une position allongée à une position debout, ils avaient ces problèmes, des fois chez les patients les plus sévères, où ils pouvaient carrément tomber dans les pommes parce qu'ils n'avaient pas cette régulation sanguine qui se faisait de manière automatique. Mais en utilisant ces stimulations, on a pu rétablir ce contrôle, et là, ça a eu un net impact dans la vie quotidienne. Alors, oui, ici. Maladie de Parkinson. Oui, de nouveau moi, excusez-moi. Alors, d'abord monsieur là, puis ensuite monsieur. Oui, allez-y. Je veux juste savoir les moyens aussi qu'ils ont été mis en place, les moyens orthétiques externes pour justement cette rééducation au niveau des patients. Quel type de moyens de rééducation externe orthétique vous avez mis en place pour aider à la rééducation de ces patients et dans quel but? Par externe, vous entendez à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital ou... À l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Alors à l'hôpital, donc l'entraînement se fait avec des physiothérapeutes qui sont là pour les aider. Il y a l'interface robotique pour maintenir leur poids corporel, puisqu'au début ils ne peuvent pas se tenir évidemment sur leurs jambes. Donc c'est une combinaison des deux pour motiver le patient. La relation entre le patient et le physiothérapeute est très importante. Et ensuite, pour utiliser ces stimulations à domicile, en quelque sorte, nos ingénieurs ont développé une application sur tablette, en fait, avec différents, je ne vais pas montrer la vidéo là, mais avec différents programmes, marche, se tenir debout, déplacements simples, etc., où le patient peut lui-même contrôler ses stimulations à l'aide d'une simple interface sur une tablette, en fait. Appareillage externe. Est-ce qu'il y a de l'appareillage externe qui permet d'améliorer ces stimulations, justement? Appareillage externe, comme des exosquelettes ou ce genre de choses? Oui, pas forcément électronique, mais on va dire, je sais pas, une orthèse là, simple vous avez déjà qu'il a ou exosquelettique, oui. Quand ils sont dehors, ils ont une aide, ils se tiennent sur l'espèce de... Comment on appelle ça ? Ok, mais ils n'ont pas d'autres moyens sur des choses sur les jambes ou des choses comme ça pour... Non, pas vraiment, non. Ok. Oui, là-haut, monsieur. Maladie de Parkinson. Il existe 3 technologies pour améliorer la situation du Parkinsonien, à savoir la stimulation cérébrale profonde du docteur Benhabib. Là, c'était largement utilisé, qui donne d'excellents résultats. On agit sur les symptômes, bien entendu, pas sur la guérison de la maladie. Il existe une deuxième technologie qui est pratiquée à Genève, à Zurich, ce sont des ultrasons focalisés guidés par IRM. Il y en aura une troisième, ce seront des rayons gamma. C'est le même principe que pour les ultrasons focalisés, c'est simplement, donc, à la place de ces ultrasons, ce sont des rayons gamma qui viennent chatouiller, disons, le thalamus. Voilà. Que pensez-vous de cette troisième technologie? Je ne veux pas me lancer là-dedans. Mais en tout cas, nous, on n'a jamais essayé ce type de technologie. On utilise d'autres technologies, comme on vient de montrer, l'optogénétique et d'autres, qui marchent très bien, où on connaît très bien les mécanismes. On a pu calibrer, en fait, combien d'énergie, combien de lumière faut pour stimuler des neurones. Ce type d'autres méthodes qui sont peut-être en train d'émerger, en tout cas dans notre labo, je ne suis pas au courant qu'à Genève, quelqu'un travaille sur ce type de techniques pour les calibrer au début, de nouveau dans le modèle animal. Parce que les techniques optiques, on ne peut pas les utiliser chez l'humain, non? Alors, il y a des essais cliniques qui commencent. Il y a des essais cliniques, donc ce qu'on a montré avec rendre les cellules photosensibles. Donc, comme dans votre rétine, il y a évidemment des neurones qui sont photosensibles. On met un peu les mêmes types de molécules dans les neurones, dans votre cerveau. Ce type de stimulation se pratique couramment dans nos laboratoires. Chez les souris, ça se pratique très bien chez les singes. Et c'est clair, les premiers essais cliniques, ils sont en train, je pense, de débuter très très bientôt pour utiliser cette stimulation qui est non invasive, donc il ne faut plus d'électrodes. La lumière, elle pénètre facilement quelques millimètres ou jusqu'à 1 centimètre le tissu nerveux. Donc ça, c'est ce type d'approche, je pense, qu'on va venir voir dans les prochains 10 ans à venir. C'est certainement une des méthodes qui va changer un peu la donne. Alors, oui, question ici, monsieur, oui. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait imaginer des approches qui combinent du coup l'entraînement, les neuroprothèses et les cellules souches, ou c'est pas du tout faisable et voilà.
Tout à fait. Dans le cas de lésions les plus sévères, c'est ce à quoi on travaille actuellement au laboratoire, c'est de combiner ces approches de neuroprotège avec des technologies, alors pas les cellules souches dans notre cas, mais des technologies qui permettent de faire régénérer les fibres qui ont été coupées. Donc, en fait, on utilise des vecteurs viraux pour faire repousser les fibres. Donc on fait exprimer par les cellules des facteurs de croissance qui sont naturellement présentes pendant le développement, mais qui ne sont plus exprimés à l'âge adulte. On essaye de faire redémarrer ces programmes de développement naturel en utilisant le génie génétique et de combiner ces approches qui font repousser les nerfs à un entraînement avec neuroprothèse. C'est ce à quoi on travaille actuellement au laboratoire dans le domaine préclinique. Ok, je crois que c'est bon. Si jamais vous avez encore d'autres questions, vous pouvez venir. Je vous remercie beaucoup d'être resté. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Ce sera autour du langage. Merci beaucoup.